Très bien. Alors, je suis Néné Abérache, alias Miss Qualité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée des experts dans le domaine de la qualité qui sont partenaires du projet La Quali Stratégie et qui seront panélistes à la conférence dédicace qui aura lieu le 25 avril à l'ENAM à 14 h. Surtout, ne loupez pas cette occasion. Je vais laisser le soin aux experts qui sont présents aujourd'hui de se présenter, de raconter un peu leur parcours brièvement en 1 minute, si possible. Bien, bonjour Monsieur Firmin. Bonjour Miss Qualité, comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Pour moi, c'est Monsieur Firmin, nom de famille Saint-Déguès. Expert, c'est trop dire. J'ai beaucoup flirté avec le domaine de la qualité pendant mes études supérieures et beaucoup plus pendant ma carrière professionnelle en industrie, dans la nanotechnologie, aux États-Unis d'Amérique pendant près d'une quinzaine d'années. Ça m'a permis aussi de toucher à des différentes certifications telles que dans le contrôle qualité, on peut dire l'audit qualité, et aussi dans le Lean Six Sigma et d'autres domaines dans lesquels on a touché de fond en comble. Donc on apprend tous les jours et je continue à apprendre dans le domaine de la qualité. Et je suis très content de pouvoir contribuer à cette œuvre qui nous sera présentée et dédicacée le 25 avril à 14 h à l'ENAM, à Yaoundé, Cameroun. Alors moi je suis curieuse, je ne sais pas si vous avez parlé de votre parcours, vous avez suivi vos certifications ou est-ce que vous avez eu à appliquer ce que vous avez eu à apprendre? Je veux savoir d'où est-ce que vous venez concrètement. C'est très important que les téléspectateurs qui nous écoutent puissent mieux vous connaître. D'accord, merci. Mon parcours, c'est études universitaires aux États-Unis, bachelor, après des masters, après MBA, après certification, nanotechnologie. Et travail en industrie. Et c'est en industrie que nous avons approfondi la découverte du contrôle qualité et son importance. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à vivre ce que c'est que le contrôle qualité, à vivre l'importance de la certification des produits, à vivre et à toucher du doigt ce qui peut arriver quand on ne respecte pas la norme. Quand nous attaquons des nouveaux marchés, il y avait toujours des conditions de normalisation avant que le client puisse valider, certifier nos produits. Et dès qu'il y avait ce qu'on appelle des non-conformances, des non-conformances, ils disent en anglais, donc des loupés au niveau de ce que nous avons promis concernant la qualité du produit et ce que nous avons délivré aux clients. Parfois, nous avons ce qu'on appelle des stop shipments, c'est-à-dire le client pouvait décider que jusqu'à nouvel ordre, vos produits ne sont plus admis chez nous. Et nous devions redémontrer que nous respectons la norme et c'était juste un loupé dans notre chaîne de production. Et cela coûtait beaucoup d'argent. Ça coûtait beaucoup en temps. Et parfois, quand ça ne se passait pas bien, vraiment on perdait le client pour un compétiteur. Donc, mon parcours de qualité en industrie, c'est ça. Mais c'est aussi l'accompagnement de certains autres plus jeunes dans la formation, dans les audits de qualité, dans le Lean Six Sigma. On a formé par exemple des agents de NEO dans le temps. Je crois qu'en classe, il fallait avoir bac plus 5-15 ans d'expérience pour entrer dans notre classe. Et ça s'est soldé, je crois que c'était en 2019, avec quand même des économies de plusieurs milliards, je ne vais pas donner le chiffre exactement, avec des dépenses pratiquement de 0 francs. Donc c'est ce que l'orientation vers le système de la normalisation et de la qualité peut aussi faire gagner dans une entreprise, dans un petit business, dans une petite chaîne de production. Et je vais finir en disant que la qualité n'a pas la taille. C'est-à-dire que si vous fabriquez votre beurre de karité à l'échelle artisanale,
la normalisation est importante. Si vous fabriquez des chocolats à l'échelle internationale, la normalisation devient plus importante. Tout à fait. Donc, voilà ce que je peux dire en quelques mots. Alors, vu qu'on s'adresse aux chefs d'entreprise, je n'ai pas envie qu'on utilise trop de termes techniques parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas fait de grandes études, disons ça comme ça, mais qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui. Oui. Et pour un chef d'entreprise, il faudrait qu'il comprenne c'est quoi la qualité. C'est même quoi ISO. Vous avez parlé de Lean Six Sigma tout à l'heure. C'est quoi Lean Six Sigma? À quoi ça sert, hein, ce genre d'information pour le petit producteur qui a sa petite unité de production? Donc, je ne sais pas si vous pouvez un peu les éclairer à ce sujet. Merci pour la question. Je vais essayer. Oui. En termes de quartier, la qualité, c'est bien fait. D'accord. Et être capable de bien faire de la même manière chaque fois qu'on vous demande de le faire. Ça veut dire que le babana, oui, qui fait son œuf au quartier, qui fait son œuf au Carrefour, quand il fait ses 2 œufs spaghettis, je vais manger chez ce babana parce que je sais que quand c'est lui qui me fait mes 2 œufs spaghettis, c'est bien fait. C'est différent. C'est toujours bien fait. C'est toujours bien fait. C'est bien assaisonné, il n'y a pas trop de sel, il n'y a pas trop d'huile. Il y a le dosage de la quantité de spaghettis et les œufs, il y a une certaine proportion. Donc la qualité, c'est ça, c'est être capable de livrer au client ce que le client demande. Mais être capable de le faire de façon constante. De façon constante. Okay. Et que le client puisse demander et être rassuré de voir que non, je mets telle quantité de ceci, telle quantité de cela, ça doit être mesurable, ça doit être démontrable et ça permet d'expandre votre marché. Donc en termes vraiment que je dirais au quartier, c'est ça la qualité. La qualité permet d'ouvrir des marchés. Parce que quand vous venez me proposer votre nouveau produit, vous vendez du miel organique, naturel. Pourquoi est-ce que je devrais acheter votre miel et ne pas acheter le miel du voisin? Donc vous me démontrez que non, vous suivez une certaine méthodologie, vous avez une certaine normalisation qui permet de garantir que votre miel est de meilleure qualité. Tout à fait. Vous voyez un peu, donc la qualité c'est ça, c'est être capable de réduire la variation. Quand vous parlez du Lean Six Sigma, Lean c'est mince, c'est réduire la variation. Okay. Oui, quand on produit quelque chose, il ne doit pas avoir la variation. Ça veut dire que si vous quittez de chez vous à la maison pour arriver au travail, ça vous prend entre 20 minutes et 30 minutes. Vous avez un processus de qualité. Mais si aujourd'hui ça vous prend 10 minutes pour arriver chez vous, demain ça vous prend 2 heures, après demain ça vous prend 30 minutes, vous voyez qu'on ne sait pas exactement dans quoi vous vous situez. La qualité en production permet de réduire le champ de normaliser, le champ dans lequel on peut espérer que votre produit se trouve. Et ça rend le client sûr. C'est comme la qualité dans l'aviation. Vous savez que non, quand telle entreprise vous dit qu'on décolle à 22 heures, ils vont décoller à 22 heures. Maintenant, il y a une entreprise qui n'est pas de qualité. Je ne vais pas citer. Je vous dis qu'on décolle à 22 heures. Eh ben. Vous pouvez arriver là-bas à 20 heures, on vous dit qu'ils sont partis. Monsieur Mbondo, vous avez quelque chose à dire? C'est vrai que ça arrive, j'ai entendu parler, ça arrive de temps en temps. De temps en temps, vous êtes sûr? Donc voilà un peu la qualité. ISO c'est un standard, c'est un International Standard Organization. Donc c'est un standard où des gens se mettent ensemble et disent bon, voilà les normes pour lesquelles nous allons accepter que le produit est bon. Ok. Voilà. Voilà vraiment quand on mange du beignet haricot, il faut que dans une marmite de peut-être 4 tasses de haricots, la quantité d'huile ne doit pas déborder un demi-litre, mais ça doit être au moins 35 centilitres. La quantité de sel ne doit pas déborder 3 cuillerées, mais ça ne doit pas être moins de 2 cuillerées. La quantité d'ail doit être ceci. Qu'on s'entende tous. Voilà, et on s'entend, et le degré de cuisson doit être cela, ça doit passer peut-être 2 heures au feu, peut-être 1h30, peut-être 2h30, mais pas plus. Donc en termes de quartier, c'est ça. Et partout où on va manger du haricot, on se dit, les vendeurs de haricots qui sont certifiés, leur haricot doit suivre ce processus de cuisine, de préparation, ces quantités d'ingrédients. Et si jamais on veut vérifier si c'est de qualité, on peut faire ce qu'on appelle du sampling.
on peut prendre des échantillons et on les teste. Vous voyez un peu. Et quand on voit que oui, ça respecte ce que nous nous sommes dit au début, on leur donne donc une certification. De telle sorte que quelqu'un qui est peut-être diabétique, qui ne doit pas manger beaucoup d'huile, on peut déjà prédire qu'à cet endroit où on va manger, on est sûr que la quantité d'huile de ce haricot sera entre telle et telle. Ça fait que la personne peut aller prendre son petit déjeuner ou son repas de midi là-bas. Par contre, un endroit où ce n'est pas normalisé, quelqu'un va aller là-bas et se retrouver à l'hôpital. Parce qu'en fait, on ne connaît pas exactement quelle est la quantité d'huile. Parce qu'on ne suit pas une certaine rigueur dans le processus de mixture des condiments afin de sortir le produit final. J'aime bien cet exemple. Ça nous permet de comprendre c'est quoi une norme. En termes simples, comment ça se passe dans le monde de la qualité. Vraiment, merci beaucoup, M. Firmin. J'ai à mes côtés aussi M. Mvondo. Je vais vous laisser aussi le soin de vous présenter, de nous parler un peu de votre parcours en 1 minute. Et ce que vous pensez de la qualité, des observations que vous avez faites de nos entreprises locales africaines. Et voilà. Bon, j'ai un parcours peut-être atypique parce que ça ne devait pas forcément me conduire à la qualité. J'entends par là que j'ai commencé par un bac traditionnel, on va dire, en technique quantitative de gestion. Et ensuite, j'ai entamé par une faculté d'administration économique et sociale, comme on disait à l'époque, sans aller jusqu'au doctorat ou en maîtrise. Jusqu'à côté, je faisais beaucoup de sport, ce qui m'a orienté dans un premier temps à travailler dans les domaines du sport, en tant qu'enseignant dans l'armée. Bref, et c'est tout à fait par hasard que, rejoignant l'entreprise familiale qui était dans le médical, et que je connaissais quand même depuis tout petit, mes parents étaient dans le médical, que je me suis retrouvé à venir les aider du côté comptabilité, du côté justement gestion, au moment où il se posait la question de rejoindre une formation qui permettait d'obtenir la norme ISO dans notre domaine, c'est-à-dire le domaine médical. Et en venant toucher en fait, mon poste exact, c'était directeur d'exploitation adjoint. Je venais apprendre le métier. Donc j'ai assisté à la découverte de la mise en place de la certification qui permettait d'obtenir cette norme. Alors la norme en question, c'était un système d'étoiles. Donc en fait, on passe des épreuves. Si on les réussit, on a une étoile. Si on a au bout de 5 étoiles, on obtient la norme finale, grosso modo. Alors dans le domaine médical, qu'est-ce que ça implique, cette histoire de normes? En fait, il faut imaginer que quand on rentre dans un laboratoire, on vient faire une analyse, par exemple, on vous prend le sang, chaque geste va être répertorié et va tendre vers la qualité. Aussi bien à partir du moment où on vous prend le sang, qu'au moment où on commence à faire les analyses en utilisant un automate. Donc en fait, il y a un protocole, par exemple, pour les automates, pour dire, voilà, telle analyse, il y a 10 étapes, et il faut exactement faire ceci, 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 ceci. Si on sort de là, on n'est plus dans la qualité. Pour être sûr que l'automate donne le bon résultat, on va faire des vérifications, donc une maintenance qui permet donc justement cette qualité. Donc il y a une maintenance journalière, une maintenance par semaine, une maintenance par mois. Si ces maintenances ne sont pas respectées, l'automate ne va pas donner des bons résultats. S'il ne donne pas des bons résultats, vous aurez un mauvais diagnostic. Tout à fait. On ne pourra pas vous soigner. Donc en fait, dans le médical, la norme permet d'assurer un bon diagnostic, donc permet de soigner les gens et de trouver exactement de quoi ils souffrent. Si on ne respecte pas ces normes, on va se retrouver avec des résultats qui ne correspondent pas à la réalité. Et effectivement, on peut, dans le pire des cas, avoir des gens qui décèdent. Donc, l'importance de la qualité dans le domaine médical, dans le laboratoire, c'est quelque chose de primordial. Et ça permet ensuite, nous, dans notre domaine, ça nous a permis, en appliquant cette norme, de pouvoir nous retourner vers des structures qui n'étaient pas forcément camerounaises, mais qui étaient au Cameroun, et qui avaient besoin d'avoir des résultats aux normes. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la possibilité de s'ouvrir sur le reste du monde si on respecte les normes de qualité. Voilà ce que j'ai découvert dans le domaine médical et comment je suis arrivé à ça tout à fait par hasard. C'était très intéressant. En tout cas, ça permet aux chefs d'entreprise de réellement comprendre à quel point
c'est important de respecter les exigences des normes et de savoir qu'ils ont le devoir de prendre leurs responsabilités parce qu'ils peuvent mettre la vie des gens en danger à travers leurs produits et leurs services. Aujourd'hui, l'interview était, le thème de l'interview, c'était comment passer d'une entreprise amateur à une entreprise professionnelle. Pourquoi cette interview? C'est parce que je me suis rendu compte que les entreprises africaines ont du mal à faire face à la concurrence aujourd'hui. Non pas qu'elles ne veulent pas, mais elles n'ont pas les bonnes informations stratégiques, elles n'ont pas les bonnes, elles ne sont pas suffisamment formées. Et du coup, aujourd'hui, c'est un scandale de voir qu'il y a des gens qui fabriquent des jus de fruits, par exemple, dans leur chambre. C'est un scandale de voir qu'il y a des entreprises agroalimentaires où les équipes de travail ne respectent même pas les règles d'hygiène. Donc, il se passe tellement de choses juste parce que les gens ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc, moi, j'aimerais vous demander si vous aussi, vous avez constaté ce décalage-là entre les entreprises, les petites entreprises africaines et les grandes entreprises. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie d'être dans des discours. Je veux vraiment qu'on puisse donner des solutions concrètes, pas à ces chefs d'entreprise, ce qu'ils peuvent faire pour se démarquer à court terme, à moyen terme et à long terme. À long terme, ils peuvent se dire aujourd'hui, il faut que mon produit puisse traverser les frontières. On doit pouvoir retrouver mon produit, je ne sais pas moi, en France, à Dubaï, aux États-Unis, peu importe. Mais pour ça, il y a tout un parcours. Il y a des préalables qu'ils doivent avoir. Donc, je compte sur vous pour pouvoir donner tous les outils à ces entrepreneurs-là. Monsieur Firmin, je vous écoute. Hein? Vous riez. Je crois que oui. On va peu boire le Kosam qu'on boit souvent. C'est vrai que... Bon, pour être un peu plus sérieux, c'est un problème qui existe partout dans le monde. Parce que la normalisation, la qualité, c'est le continuous improvement, c'est une amélioration continue. Donc il n'y a pas la ligne d'arrivée, c'est un idéal. Et comme le frère l'a dit, dès qu'on sort un peu de cela, on n'est plus dans la qualité. Mais quand on est dans la qualité, on s'améliore toujours étant dans la qualité. La qualité d'aujourd'hui est bonne et 6 mois plus tard, la qualité d'aujourd'hui devient un peu obsolète. Il faut améliorer, vous voyez. Donc, les solutions, c'est quoi? Il faut regarder le problème dans son intégralité. Vous voyez, il faut regarder le problème dans son intégralité. Il y a des modèles, que ce soit le SPO, en anglais c'est Structure, Process, Outcome, que ce soit le RPV, Resource, Process, Value. Donc, quand vous regardez le problème dans son ensemble, si on prend le SPO, on dit bon, on a une structure, on a un processus et on a un outcome, c'est-à-dire qu'on a le résultat. Nous connaissons le résultat qu'on veut. Ça veut dire qu'on veut que les entrepreneurs aient un produit de qualité ou des processus de qualité. Ça, c'est le outcome, c'est le résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme structure et qu'est-ce qu'il faut comme processus? Vous comprenez un peu? C'est un modèle qui est peut-être simplifié, on le dit comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme structure? Il faut la certification, il faut l'accompagnement dans la certification, il faut informer les chefs d'entreprise du bien fondé de la certification, des normes. Il faut un accompagnement même étatique, c'est-à-dire que de façon structurelle, il a donné l'exemple au niveau de la France, donc il faut des mécanismes étatiques qui obligent les chefs d'entreprise sans les casser, sans les briser, à tendre vers cette structuration. Je dis que vraiment vous pouvez faire ça dans votre chambre, mais ce serait mieux dans un endroit un peu plus sain, un peu plus professionnel, un peu plus standardisé et vérifiable. Il faut cette structure, il faut le matériel qui va avec cette structure, il faut la structure, c'est aussi le local, la structure c'est aussi en fonction des moyens et en fonction de la taille de l'entrepreneur. Maintenant il faut le process. Il y a des éléments en contrôle qualité, en amélioration de la qualité, tels que le value stream map, l'échelle des valeurs, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en français, où on schématise tout le processus et on découpe le processus en ces différentes étapes. Vous
Vous voyez un peu, c'est un processus pour fabriquer, je ne sais pas moi, du beurre de cacao. On schématise et on dit, bon voilà, étape 1, il y a ceci, étape 2, il y a ceci, étape 3, il y a ceci, étape 4, il y a ceci. Et on prend chaque étape, on vérifie est-ce que les conditions d'hygiène sont vérifiées, sont observées, et est-ce que la qualité est bonne à ce niveau, est-ce que la vitesse de production, parce qu'il faut comprendre que la normalisation et le chemin vers la qualité vous amènent à 3 résultats. Vous rendez votre processus moins coûteux, parce qu'il y a des éléments dans le processus qui sont des gaspillages. Vous les éliminez. Vous rendez votre processus plus rapide. Et vous rendez votre processus de meilleure qualité. Donc un chef d'entreprise qui a déjà sa structure avec ce que l'État fait et ce que lui-même il fait, et les clients imposent aussi des structures. Les clients vous disent, je n'achète plus ce genre de produit dans tel genre d'endroit. Je n'achète plus ce genre de produit s'il n'y a pas les éléments nutritifs écrits sur la bouteille. Vous voyez un peu, ça vous force à avoir maintenant ce qu'on appelle un process. Et ce process, la certification intervient toujours parce que c'est un chemin vers la certification. Ce process, ça vous ouvre des marchés. Ce process, on définit, on appelle ça le SIPOC. Tu commences à faire une analyse stratégique. Qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Mon processus, c'est quoi? Mes fournisseurs, c'est quoi? Parce que si mon produit doit être de qualité et je prends un fournisseur qui me donne des mauvaises composantes. C'est-à-dire que celui qui me livre déjà la matière première, il y a un problème, ce qui ressort de mon processus ne sera pas bon. Vous voyez que dans le process, il faut regarder tous ces éléments de la production. Il faut regarder le système de maintenance de mes machines. Si c'est une petite usine à la maison, est-ce qu'on nettoie chaque soir? Est-ce que c'est la bonne fréquence? Est-ce qu'on ne devrait pas me nettoyer 2 fois par jour? Ou alors, parfois, est-ce qu'on a besoin de nettoyer 2 fois par jour? Parce que quand on regarde les conditions normales d'hygiène, on peut nettoyer chaque soir. C'est-à-dire ce nettoyage additionnel de 2 fois par jour nous perd du temps sans ajouter de la valeur. Donc au niveau des processus, il faut regarder tout cela, analyser cela, voir ce qu'on appelle Customer Added Value. Est-ce que ça ajoute de la valeur pour le client? Ce qu'on appelle Business Added Value. Est-ce que ça ajoute de la valeur pour vous, le business, l'entrepreneur? Et il y a les No Added Value, il y a des sous-processus qui n'ajoutent aucune valeur, mais c'est des conditions sine qua non. On les maintient. Et puis il y a maintenant ce qu'on appelle waste. C'est-à-dire c'est là parce que c'est comme ça que ma mère m'avait dit qu'on fait, mais en fait de façon logique, quand on étudie, on voit que ça n'a pas sa place. Cette sous-étape, on l'élimine. Donc je vais seulement parler du SPO. Maintenant tu as le RPV qui est Resource Process Outcome. Resource Process Value. Il y a beaucoup de modèles qu'on utilise pour amener les jeunes entrepreneurs à arriver là où ils veulent. L'entrepreneur doit juste comprendre que quand tu fais ça de façon archaïque, si tu n'es pas là, c'est dans ta tête, quelqu'un d'autre ne peut pas refaire ça de la même manière. Mais quand c'est standardisé, il y a des écrits, il y a des étapes spécifiques. Des procédures. Il y a des procédures. Tu peux être à la maison, quelqu'un d'autre fait le même travail. Et le jour où tu veux créer une autre unité de production quelque part, c'est du copier-coller. Ouais, c'est pas de l'ingéniosité, c'est quelque chose qui est rendu scientifique. Et quand il y a un problème, parce que c'est fait de façon scientifique, tu peux rapidement aller faire un audit de ta chaîne de production, de ton système de service, et tu vois là où le problème se trouve. Donc ça t'économise beaucoup d'argent, beaucoup de temps et beaucoup de maux de tête. Les retours que j'ai avec les entreprises, c'est que quand on parle de qualité, c'est beaucoup de dépenses. Et ils ont même l'habitude de confondre qualité et luxe. Ils se disent aussi que investir dans la qualité, leur entreprise va fermer. Moi, je ne sais pas. Je veux des conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens d'aller se faire certifier dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il peut faire de façon concrète déjà avant même de chercher à se faire certifier? Je parlerai d'abord de ce qu'on appelle cost of poor quality. And I'm going to go in English, if you don't mind. See, Why not? The cost of poor quality is very high. Customer returns. Okay. Customer returns can be very high. The cost of poor quality, you have to think about it like an iceberg. The cost of poor quality, you see that when you see an iceberg, the boat is going through the water. You just see the tip of the iceberg. Okay. That's the cost of poor quality that we see.
But inside the ocean, there's a huge iceberg. Okay. You have four kind of customer. You have the poor quality can be during the design. Okay. When you are mixing your fruit to make the juice, right there's already a problem. Okay. At the initial phase. That's high cost because you are going through the whole process. At the end, you are going to have a defective product. A product that's not good because from the beginning, there was poor quality. Because your papaya was bad. Okay. Because the guava that you used, because the mangoes were not good. Okay. So your fruit juice is already bad. Okay. Right there, you're going to lose money. You have now what we call the cost of inspection. Like when you're producing something, at one point you say, you know what, let me taste this juice. Is it good or is it not good? Before I put it into the bottle. That's the second kind of loss. I'm just categorizing in a certain way. So right there, if you don't do inspection, you just produce, you put in the bottle, you produce, you put in the bottle. Okay, fine. When it goes to the customers, you have problems. But you can produce and you say, you know what, there's something wrong in this thing. When I taste it, it's too sweet. Maybe it was mixed in a can that had sugar and they didn't wash it. So your product is not good. You stop it right there. All the other steps are saved. You save money. So what I'm trying to tell you, ce que je dis aux entrepreneurs, c'est que la qualité te fait économiser de l'argent. Même si tu n'as pas la certification, que tu appliques les principes de base de qualité, que tu essayes de faire ce que les entreprises qui vont vers la normalisation, qui vont vers les normes, qui vont vers la certification font, même si tu n'as pas de l'argent pour payer pour la certification. Tu fais, ok, je vais inspecter au niveau du design, au niveau de ma recette initiale, je vais faire des vérifications au milieu de la production, de façon des échantillons. Je peux, sur chaque 20, je prends un, je vérifie. Et maintenant, il y a, pendant le testing, c'est-à-dire que je mets dans des boîtes, si c'est un jus de fruits, je m'apprête à envoyer vers le client. Mais avant d'envoyer le jus de fruits vers le client, je fais une autre vérification. Parce que les boîtes que j'ai reçues de, je ne sais pas, tel fournisseur peuvent avoir un problème. Peut-être qu'elles ont été lavées avec le javel et n'ont pas été rincées. Peut-être, ça peut arriver. Mais je détecte ça à ce niveau-là. Maintenant, quand le coût est plus élevé, c'est quand ça arrive déjà chez le client. Vous voyez un peu. Maintenant, un entrepreneur, parfois, il ne le fait pas parce qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, il ne connaît pas qu'il faut le faire. L'entrepreneur, elle ne sait pas que quand tu détectes un problème, au début, elle le sait de façon intuitive. Mais on ne lui a pas expliqué comment ça se traduit en entreprise. En entreprise, voilà. De façon intuitive, mais tel pourcentage de ton énergie, de ton argent pour détecter au début, de faire des inspections et de faire un certain sampling, un certain échantillonnage au niveau des tests avant d'envoyer chez le client. Bien sûr, tu auras toujours des problèmes au niveau de la clientèle, mais ça sera assez réduit. Ça sera assez réduit parce que dès que le problème est chez le client, là c'est compliqué. C'est une perte d'argent et ça ferme des entreprises. Que ce soit dans le domaine de la santé, comme il a expliqué, il y a des possibilités de décès. Que ce soit dans le domaine de l'automobile, quand nous on travaillait, on avait des customer return ou parfois Boeing, parfois c'était BMW, qui nous envoie des modules, parce que nous on fabriquait des modules, des rames. Ils nous envoient des modules pour dire qu'il y a tel problème dans ce module. Mais c'est déjà dans 200 000 voitures. Et une fois avec General Motors, on a fait un rappel de 200 000 voitures. Est-ce que vous imaginez? Où que tu sois, on te dit de ramener ta voiture à l'usine ou au point de vente. Et ça devient légal, ça devient une loi. Quand sinon, General Motors dit, bon, vous et nous, c'est fini. Vous n'êtes plus notre client. Et sur le plan légal, c'est les poursuites judiciaires. Le Cameroun n'est pas nécessairement déjà à ce niveau, mais nous allons à ce niveau parce qu'il y a la globalisation et puis nous voulons nous ouvrir vers des marchés. Donc il faut déjà changer la culture dans la tête. C'est le plus gros défi pour l'entrepreneur. Ce n'est pas le côté financier, certification. L'entrepreneur doit déjà penser au fait que qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit tellement bien que je n'ai pas un problème. Et le monde du contrôle qualité, le monde de la certification
fait seulement ça de façon structurée. Vous voyez un peu, c'est comme une maman qui connaît préparer le ndolé. Elle connaît préparer le ndolé. On dit non, la maman, c'est quand elle te touche le ndolé, toi-même tu es d'accord. Si on va parler comme au quartier. Mais cette maman n'a pas une recette étape par étape. Si elle n'est pas là, le business meurt. Voilà. Par contre, la certification dit à la maman, comme tu connais faire le ndolé, on va mettre la procédure de comment tu fais le ndolé sur écrit. Oui. Et en le faisant, on va trouver des endroits où la maman peut améliorer. D'accord. On lui dit, mais la mère, tu fais ici comme ça là, est-ce que tu ne peux pas? Elle dit, ah, tu as raison, hein, parce que quand je fais souvent le coq ou bien le coin, je fais plutôt comme ça, c'est souvent bon, oh, je ne savais pas. On améliore cette procédure et ça fait qu'au lieu d'une maman qui fait du ndolé, on va se retrouver avec 15 mamans qui peuvent faire le même ndolé. Et parce qu'il y a la procédure, le jour où la maman est fatiguée et que le ndolé n'est pas bien sorti, elle peut repartir sur sa procédure et voir là où elle a mal fait. Ou quelqu'un peut repartir voir là où elle a mal fait. Donc, chers entrepreneurs, excusez quand je parle, je ne vous regarde pas trop. Chers entrepreneurs, je vous regarde et je vous dis, le monde de la qualité, le monde du contrôle qualité, c'est le futur. Comprenez, le monde du contrôle qualité, c'est le futur. Avant, c'était une option, aujourd'hui, c'est une nécessité. Quand vous comprenez ça comme ça, pensez au domaine médical, pensez au fait que quand nous faisons des rames, nous mettons ça dans des avions. S'il y a une erreur, tous les passagers sont décédés. Dans les BTP même. Oui, un peu partout, les ascenseurs. Ouais. Vous imaginez un ascenseur qui quitte du 18e étage parce que nous avons fait une erreur. C'est pour ça qu'on demande des normes, parce que les certifications permettent de confirmer que nous respectons ces normes et quand il y a un problème, ce qui est très rare, on peut détecter rapidement quel est le problème et voir tous les ascenseurs qui ont été qui ont été installés pendant cette période avec ces produits et voir lesquels ont ce problème, lesquels n'ont pas. Sinon, on travaille dans la cacophonie et vraiment, au lieu d'avancer avec le reste du monde, nous reculons. Donc, c'est le conseil que moi je pourrais vous donner, chers entrepreneurs. N'ayez pas peur des coûts de la certification. Commencez à penser normalisation, normes, certification. Négocier même pour avoir des coûts bas. Si vous n'arrivez pas dans l'ISO, faites des petites certifications, faites des audits qualité en interne, avancez. Ça va vous permettre, comme le frère l'a dit, le système d'étoiles, vous allez avancer étape par étape. Et un bon matin, vous allez vous retrouver prêt à être certifié ISO. C'est ce que je peux vous dire. Je suis très très satisfaite. D'ailleurs, on va profiter de l'occasion pour leur annoncer l'événement du 31 mai sur toutes les procédures de certification internationale et locale. Vous pouvez leur dire un mot à ce sujet par rapport à la formation? Ah ouais, il y a ça. Bon, chers amis, bon, j'ai été pris en otage par cette jeune collaboratrice qui, depuis la dernière fois que j'ai donné des formations, c'était en 2019, elle m'a convaincu qu'il faudrait reprendre ce chemin et aider les entrepreneurs. Leur expliquer les étapes pour la certification, pourquoi c'est important, comment on peut s'y prendre, chacun à son niveau. Les opportunités. Les opportunités et tout ce qui vient avec. Une version plus approfondie de ce dont on a parlé ici, vous aurez droit à ça le 31 mai. Je n'ai pas encore les détails de l'endroit et de l'heure, mais je crois qu'elle pourra nous le communiquer d'ici là. Et je crois que lors de la présentation du bouquin, du livre, tout sera déjà confirmé. Tout à fait. Oui, Dieu voulant, je serai l'un de vos formateurs et l'un de vos accompagnateurs, parce qu'on échange. Je crois que nous allons tous apprendre ce jour. Soyez nombreux. Ceux qui loupent, tant pis pour vous. Ne dites pas que vous n'êtes pas invités. Ce jour-là, on va parler de certification locale et internationale, parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra directement aller vers les certifications internationales, mais au moins il faudrait qu'ils sachent déjà quelles sont les procédures et quelles sont les étapes si c'est qu'ils veulent attaquer le marché mondial. Donc, pour faire la différence, il y aura vraiment des exercices pratiques. J'espère que vous nous réservez de belles choses ce jour-là, Monsieur Fermat. Vous savez, quand Eneo nous a contactés pour la certification Lean Six Sigma que nous avons octroyée à 6 managers de Eneo, comme je disais tantôt, nous leur avons dit, je me rappelle, j'étais encore de l'autre côté, à mon bureau, quand mon téléphone a sonné, j'ai dit, ok, comme je suis aussi, j'ai été
content d'être admis dans un cabinet consulting au niveau des États-Unis, SSD Global Solutions. Je suis formateur parce que je suis certifié Lean Six Sigma Master Black Belt. Je suis donc formateur et je suis aussi un peu la personne qui regarde les opérations au niveau de l'international. Donc je leur ai donné l'option de se certifier et ils ont été aujourd'hui certifiés. Maintenant, par rapport à la question, nous avons dit à Eneo, donnez-nous 6 problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre dans l'entreprise. Ils nous ont donné le problème de facturation, c'est-à-dire que votre facture de courant c'est 200 000, on vient vous donner la facture de 100 000. Ça c'est un bon problème à avoir. Mais quand votre facture c'est 150, vous avez consommé 150 000, on vous donne une facture de 400 000, là c'est pas un bon problème à avoir. Donc ils ont parlé de ce problème, ils ont parlé du problème du poteau bois. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a le poteau en béton. Ils ont parlé du problème des barrages. Ils ont parlé, c'était 6 problèmes à peu près, problème aussi de service client. Et nous avons engagé la certification Lean Six Sigma avec Eneo, elle est internationale. Et ce qui était bien, c'est que non seulement personne ne s'est déplacé pour aller chercher le visa pour les États-Unis et aller passer 2 semaines, la formation était faite directement à Eneo. Et c'était organisé de telle sorte qu'ils peuvent travailler le matin jusqu'à 13h et ils font leur formation le soir. Donc les directeurs étaient contents. Et la formation était faite de telle sorte qu'avant que nous signions ton diplôme de certifié, tu nous justifies combien tu as économisé à l'entreprise. Donc c'est des formations certifiantes orientées sur des problèmes précis. Il y avait le problème du poteau bois. Aujourd'hui, vous voyez un peu les poteaux en béton partout. Il y avait le problème, un chiffre qui me revient en tête, c'était le problème des fausses, des factures incorrectes. Je ne veux pas te couper, mais dis-moi, ils ont réussi à économiser combien? C'est un chiffre que je préfère que Eneo donne. Je vais seulement dire plusieurs milliards. Mais je peux vous dire que au niveau de la facturation à l'agence de Dakar à Douala, Parfait est le chef d'agence. Nous avons bossé dessus et ils ont économisé 57 millions. Wow. Bon, maintenant, à vous de faire le calcul. Ça, c'est une agence. Une agence Eneo à Douala économise 57 millions sans dépenser 1 franc. Bon, multiplié par le nombre d'agences dans tout le Cameroun. Ah, bientôt on va Ça, arriver. c'est un seul projet. Ouais. Voilà. Bientôt, ce sera la fin de l'interview. Mais quand vous parlez d'Eneo comme ça va énerver les Camerounais. Ils vont vous dire que pourquoi est-ce que vous parlez de qualité à Eneo et on n'a pas la lumière terre à terre. Ils ne vous ont pas aussi dit qu'ils ont du mal à fournir l'électricité dans tout le territoire camerounais. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je vais dire que quand un enfant quitte peut-être de 12 sur 20 à 16 sur 20, c'est une amélioration. D'accord. Quand un enfant quitte de 5 sur 20 à 9 sur 20, c'est une amélioration. Nous parlons du concret. Eneo a beaucoup de problèmes. Et l'une des raisons qui nous a motivés justement à travailler avec Eneo, je vais le dire sans le cacher, c'est que nous nous sommes dit, Eneo, c'est costaud, c'est compliqué, c'est beaucoup d'implications. Si nous arrivons à faire ce travail à Eneo et nous avons du résultat concret, ça veut dire que partout au Cameroun, nous pouvons le faire. Dans toutes les entreprises. Oui, c'est quelque chose que nous avons offert à Eneo gratuit. Nous avons travaillé avec eux pendant à peu près 8 mois, quelques semaines intenses et puis suivi à distance. Vous voyez un peu. Donc ça, c'était notre motivation. Est-ce que nous avons résolu tous les problèmes à Eneo? Non. Nous devions justement continuer à travailler. Bon, vous connaissez les choses de ce pays. Ça n'a pas pu se faire. Oui, nous ne sommes pas des... Quand ça se complique, ça devient flou. Là, on ne peut pas justifier. Mais nous avions eu l'accord de principe. Après, c'est devenu flou. Bon, de toutes les façons, ça, ce sont les cuisines internes. Merci. C'était un plaisir vraiment d'apprendre parce qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. L'importance d'une procédure, ce qu'on peut faire même si on n'a pas les moyens de se tourner vers la certification. On peut au moins savoir une certaine démarche assez structurée. Je vais aussi demander à M. Mvondo de nous dire s'il a des conseils à donner aux entreprises africaines si elles veulent se démarquer et faire face à la concurrence. J'aurais tendance à dire, je viens de découvrir que Firmin, mon collaborateur, en fait, parce qu'on se connaît depuis peu, était exactement le profil en fait, des gens qui sont venus nous aider dans la certification.
parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, en fait, on est rentré dans un programme où on était accompagné. Okay. Donc effectivement, il y avait des professionnels qui venaient pour nous permettre de passer les différentes étapes qui nous amènent vers la qualité. D'accord. La qualité, c'est sûr que ça peut faire peur comme ça. C'est quand même, je ne veux pas vous le cacher, c'est du temps. C'est un investissement au niveau du temps pour les entreprises. C'est un investissement au niveau du personnel. Vous allez prendre des gens qui sont compétents pour faire ce qu'ils doivent faire. Vous allez aussi être obligé d'avoir du matériel de qualité. Dans notre domaine, je me rappelle, on était ouvert 24 heures sur 24, on parlait de redondance, c'est-à-dire que chaque appareil devait être en double pour être sûr de ne pas tomber en panne. Donc on avait chaque automate en double, ça allait jusqu'au serveur informatique était en double. Au Néo, s'il y avait une petite panne, l'idéal c'était d'avoir 2 groupes électrogènes, pas 1 mais 2. Wow. Donc, et là, à ce moment-là, on était au maximum de qualité possible. Donc il y a un coût, mais l'objectif c'est, une fois que vous avez obtenu la qualité que vous recherchez, alors il peut y avoir une qualité nationale, il faut vous renseigner pour avoir le droit d'exister. Il y a quand même des ministères, les mairies qui viennent vous vérifier si vous respectez certaines normes. Ensuite, vous attaquez à un marché mondial, d'un pays à l'autre ou d'une zone à l'autre, on ne va pas demander, il n'y aura pas forcément les mêmes normes. Donc c'est à vous de voir si vous voulez vous attaquer à l'Europe ou aux États-Unis ou à la Chine. Là, on va vous demander des normes et puis ensuite regarder comment obtenir ces normes, avec quelle équipe qui va vous accompagner pour obtenir ces normes. Parce que c'est sûr que seul, c'est pas évident. Mais de plus en plus, des groupes de travail existent et sont prêts à venir vous aider pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et à partir de là, si ça avait un coût au départ, la qualité, comme ça vous ouvre un nouveau marché, ça va être absorbé par les nouvelles commandes que vous aurez. Si vous êtes ensuite, vous avez accès à ce marché. Donc voilà, il y a un investissement du départ, mais pour ensuite gagner beaucoup plus. Il ne faut pas hésiter pour pouvoir évoluer, progresser. Eh ben, c'était super intéressant cette interview. Merci Monsieur Mbondo, merci Monsieur Firmin. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. J'espère que les entrepreneurs qui nous écoutent ont pu apprendre un certain nombre de choses qui vont leur permettre de se démarquer. Bien sûr, on apprend tous les jours et je vous invite donc à commander ce livre, La Quali Stratégie, et à très bientôt. Merci. Rendez-vous le 25 avril 2025 à l'ENAM de Yaoundé. Là-bas, tu vas retrouver vraiment un tas d'experts et d'entrepreneurs comme toi et tu pourras poser tout un tas de questions et vivre un moment extraordinaire. J'ai hâte de te retrouver ce jour-là. Prends soin de toi.